Qu'est-ce qui t'empêche de faire et de devenir ce que tu es réellement capable d'être? Ce n'est presque jamais un manque de capacité, d'intelligence ou d'opportunité. Ce qui te freine est quelque chose de plus silencieux, plus constant, plus persuasif qu'il n'y paraît. Une force qui agit avant même l'action, qui affaiblit ton courage avant que tu n'essaies. Cette force a un nom, la peur. La peur réduit ton monde, à moins que tu n'apprennes à la traverser. C'est précisément le sujet de cette vidéo, cesser d'obéir à ta peur. Les stoïciens avaient compris quelque chose que presque personne n'accepte aujourd'hui. Soit tu entraînes ton esprit, soit c'est lui qui finit par te dominer. Car la peur ne disparaît pas lorsque la vie devient plus facile. Elle disparaît lorsque tu cesses de t'y soumettre. Tu vas apprendre à répondre différemment à la peur, non pas avec impulsivité, mais avec une discipline mentale appliquée à la vie réelle, au quotidien. Car l'insécurité n'est pas ce que tu es. Elle grandit lorsque tu recules, lorsque tu évites d'agir. Mais au moment où tu apprends à réagir autrement au travail, dans tes décisions, dans les conversations difficiles de tous les jours, quelque chose change. Ta posture change. Ta fermeté s'impose. Et les décisions difficiles cessent d'être repoussées à plus tard. Celui qui vainc sa peur intérieure ne pense plus de la même façon. Il n'accepte plus de vivre sous les ordres de la peur en permanence. Tu peux vivre de cette même manière, non pas en faisant semblant d'être courageux, mais en construisant une véritable force mentale. Alors retiens ceci, n'attends pas que la peur disparaisse. Traverse-la. Ne te protège pas excessivement. Prends position. Et cesse de suspendre ta propre vie en attendant de te sentir prêt. Maintenant, commençons. Numéro 1, c'est toi contre toi. La majorité des personnes croient que le plus grand obstacle de la vie se trouve à l'extérieur, dans le jugement des autres, dans la peur de se tromper en public, dans cette sensation inconfortable de paraître plus petit que ce que l'on voudrait être lorsqu'on tente quelque chose de nouveau. Mais presque personne ne réalise que tout cela se produit avant même toute action, entièrement à l'intérieur de l'esprit. Le véritable affrontement ne commence pas lorsque tu t'exposes. Il commence à l'instant précis où tu envisages de t'exposer. Avant même de poser un pied dans la réalité, tu te rétractes. Tu anticipes des scénarios, tu imagines des regards. Ton estomac se noue. Tu entends des critiques que personne n'a formulées. Tu crées des phrases qui n'ont jamais été dites. Tu construis des rejets qui n'existent pas encore. Et dans ce processus silencieux, tu transformes un pas simple en un fardeau émotionnel, tout en réduisant ta propre capacité sans que personne n'ait eu besoin de dire quoi que ce soit. Personne ne t'a bloqué. Personne ne t'a empêché. C'est toi qui t'es arrêté. Voilà le rôle de la peur dans notre vie, créer le climat parfait pour que l'esprit commence à travailler contre toi, en silence. Elle ne crie pas, elle argumente. Elle ne pousse pas, elle persuade. Elle ne t'effraie pas, elle te convainc. L'esprit agit comme un juge sévère qui ne présente que des accusations, jamais des possibilités. Il te dit que tu n'es pas prêt, que tu vas échouer, que tu vas paraître ridicule, que ce n'est pas le bon moment. Et ce qu'il y a de plus dangereux, c'est que tout cela semble raisonnable. Rien de ce que dit l'esprit ne paraît absurde. Cela sonne responsable. Cela sonne prudent. Cela ressemble à quelqu'un qui cherche à te protéger. Mais ce n'est pas de la protection. C'est de la contention. La peur ne cherche pas à te détruire. Elle cherche à te maintenir confortable dans l'endroit même qui te limite. Et c'est pour cela qu'elle est si convaincante. Tu ne te bloques pas parce que tu es incapable. Tu te bloques parce que tu commences à traiter la peur comme si c'était du bon sens. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous abattent, mais l'histoire que nous nous racontons à propos de ces événements. Autrement dit, le problème ne vient pas de l'extérieur. Il naît dans le dialogue intérieur que tu acceptes sans le remettre en question. Observe le schéma. Tu ne penses pas, je vais essayer. Tu penses, et si ça se passait mal? Tu ne penses pas, je vais apprendre. Tu penses, et si je m'expose? Tu ne penses pas, ça peut bien se passer. Tu penses, ça peut me coûter cher. Et c'est tout. Le combat a déjà commencé. Pas contre le monde. C'est toi contre toi. Regarde comment cela fonctionne dans la vie réelle. Deux personnes font face à la même décision difficile. L'une pense, si je me trompe, cela prouve que je ne suis pas assez bon. L'autre pense, si je me trompe, cela fait partie du processus. La situation est identique. Mais le destin intérieur est totalement différent. L'une se fige. L'autre avance. Tu vois? Il ne s'agit pas de courage héroïque ni de confiance absolue. Il s'agit de l'histoire que tu choisis de maintenir dans ta tête avant d'agir. La phrase que tu te répètes intérieurement décide si tu avances ou si tu te rétractes. Quand tu dis je vais échouer, tu fermes la porte avant même d'y arriver. Quand tu dis je vais apprendre, tu laisses la porte ouverte, même si tu trembles à l'intérieur. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est un commandement mental. La peur n'est pas un signal pour t'arrêter. La peur est un signal qu'il y a quelque chose d'important en jeu.
Le problème commence lorsque tu traites la peur comme un ordre, et non comme une sensation passagère. Grandir ne demande pas un courage absolu. Cela exige d'arrêter d'obéir automatiquement à tout ce que ton esprit dit lorsqu'il est inconfortable. Ce n'est pas le monde contre toi. Ce ne sont pas les autres contre toi. C'est toi qui décides si tu continues à croire des pensées qui te rapetissent, ou si tu adoptes une posture intérieure plus ferme, même sans garantie, même sous pression. Alors fais ceci maintenant. Observe où tu renonces dans la pensée avant même d'essayer dans la réalité. Où te protèges-tu excessivement en vivant trop peu? Où traites-tu la peur comme un conseil? Dans ta santé, dans tes finances, dans tes relations. Car lorsque tu commences à identifier ces points, quelque chose change réellement. Tu cesses de vivre en mode défense et tu commences, peu à peu, à vivre en mode choix. Dans la santé, tu réalises que ce n'était pas un manque de temps. C'était la peur de commencer et d'échouer. Et le jour où tu décides de t'entraîner, de bouger même sans envie, le corps répond. L'énergie revient. La confiance grandit. Non pas parce que c'est devenu facile, mais parce que tu as cessé de fuir. Dans les finances, tu comprends que ce n'était pas la malchance. C'était la procrastination. La peur de regarder les chiffres. La peur d'assumer les erreurs. La peur de changer les habitudes. Et lorsque tu fais face à cela, même si c'est inconfortable, la vie commence à s'ordonner à l'extérieur, parce qu'elle est devenue plus honnête à l'intérieur. Dans les relations, tu réalises que beaucoup de ce que tu appelais paix n'était qu'un silence forcé. La peur de dire non. La peur de poser des limites. La peur de perdre quelqu'un. Et au moment où tu commences à prendre position, quelque chose de curieux se produit. Les relations deviennent plus légères, plus vraies, plus faciles à maintenir. Voilà ce qui se passe lorsque tu cesses de traiter la peur comme de la sagesse. La vie recommence à avancer. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce qu'elle a cessé de commander. Tu ressens l'inconfort, mais tu ne recules pas. Tu perçois l'insécurité, mais tu n'obéis pas. Tu écoutes l'esprit, mais tu décides par toi-même. Et c'est là le véritable tournant, lorsque tu comprends que le monde n'a jamais été le problème. Le combat a toujours été intérieur. C'est pourquoi cet exercice n'est pas anodin. Il change ta posture. Il change tes décisions. Il change la manière dont tu te respectes. Écris-le, non pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour marquer une position envers toi-même. Je ne vais plus lutter contre moi. Car lorsque cette guerre intérieure prend fin, tu ne deviens pas une autre personne. Tu deviens enfin toi-même. Numéro 2. Tu ne seras pas ici pour toujours. Souviens-t'en pour commencer à vivre. Laisse-moi te poser une question directe. Lors de ton dernier jour sur cette terre, combien de tes talents mourront avec toi? Combien d'idées seront restées enfermées dans ta tête? Combien de dons que tu portais depuis l'enfance as-tu sans cesse repoussé en te disant que ce n'était pas encore le bon moment? Combien de choses avais-tu envie d'apprendre? Peindre, écrire, danser, photographier, étudier quelque chose de nouveau, mieux prendre soin de ton corps, organiser ta propre vie? Combien de ces élans ont simplement été remis à plus tard? Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que cela n'a rien à voir avec l'âge. Tu peux avoir 20, 30, 40 ou 50 ans. Tout le monde tombe dans le même piège confortable, croire que le temps est garanti. La semaine prochaine. Le mois prochain. L'année prochaine. Mais lorsque tu te rappelles vraiment que tu ne seras pas ici pour toujours, quelque chose change à l'intérieur. Le temps cesse de paraître infini et la vie cesse d'être un brouillon. C'est pour cela que les stoïciens avaient une phrase gravée dans l'esprit, Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui fait mal précisément parce que c'est vrai. Tu pourrais quitter la vie à l'instant même. Que cette pensée détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Quand cette idée s'installe réellement, tes peurs changent de taille. Elles ne disparaissent pas, mais elles cessent de diriger ta vie. La peur de te tromper devient minuscule face à la possibilité de ne jamais essayer. La peur du jugement perd de sa force quand tu comprends que personne ne vivra à ta place. La peur de commencer s'effondre lorsque tu réalises qu'attendre ne te protège pas, cela ne fait que te retarder. Voilà ce qu'enseigne le stoïcisme. Se souvenir que le temps est limité n'enlève pas du sens à la vie. C'est exactement ce qui le lui rend. Et cela se manifeste dans les choses les plus simples du quotidien. Dans la santé, tu cesses de traiter ton corps comme s'il était éternel. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as seulement besoin de commencer. Un entraînement simple. Une marche. Un soin de base. Et tu sens l'énergie revenir, parce que tu es revenu à toi. Dans la vie financière, tu arrêtes de repousser les décisions importantes. Tu regardes les chiffres. Tu organises l'essentiel. Tu assumes le contrôle. Parce que tu comprends que le désordre d'aujourd'hui devient le poids de demain. Dans les relations, tu cesses de reporter les conversations, les sentiments et les limites. Tu commences à dire ce que tu ressens tant qu'il reste du temps. Parce que tu comprends que le temps mal vécu ne revient pas. Tu le remarques,
Se souvenir que le temps est fini ne te rend pas anxieux. Cela te rend présent. Tu sors du brouillon. Et tu comprends que chaque jour est un choix, agir ou gaspiller. Si cette idée du memento mori t'a éveillé, tu n'as pas besoin de changer le monde aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de radical. Tu n'as pas besoin de tout quitter ni de te jeter dans le vide. Il suffit de faire un pas en avant. Avec peur, avec insécurité, en tremblant. Parce qu'à chaque fois que tu fais ce pas, même petit, quelque chose change. La peur perd du terrain. Et toi, tu gagnes de la vie. Toute action réelle affaiblit l'illusion de l'insécurité. Toute décision consciente renforce ta présence. Et chaque rappel de la mort, lorsqu'il est bien compris, devient une invitation urgente à mieux vivre maintenant. Alors la pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple, mais décisive. Fais quelque chose pour laquelle ton futur toi te remerciera. Il te remerciera de ne pas l'avoir remis à plus tard. Cela peut être commencer une formation, envoyer un message important, lancer un projet, changer une petite habitude. Mais fais-le. Parce que la vie ne garantit aucun délai. Le temps n'attend personne. Et tu ne seras pas ici pour toujours. Si cette idée t'a éveillé intérieurement, écris-le. Aujourd'hui, je choisis de vivre vraiment. Puis prouve-le à toi-même. Car l'insécurité ne domine que la vie de celui qui a oublié que la vie est courte. Numéro 3, n'essaie pas d'être parfait. As-tu déjà eu une idée brillante, une opportunité en or ou une réelle envie de commencer quelque chose de nouveau, mais tu t'es bloqué? C'est précisément à ce moment-là que l'esprit commence à crier. Et si ça ne marchait pas? Et s'il se moquait de moi? Et si je me trompais dès le début? Et avant même d'avoir fait le premier pas, tu as déjà renoncé. Non pas parce que tu n'en étais pas capable, mais parce que tu pensais devoir le faire parfaitement. Chercher la perfection donne l'impression d'être une force. En réalité, c'est l'un des plus grands blocages. Le perfectionnisme est une cage très bien déguisée. À l'extérieur, il ressemble à de l'exigence. À l'intérieur, c'est la peur qui te demande de ne pas bouger. Les stoïciens ne demandaient jamais si tout avait été fait parfaitement. Épictète posait une question bien plus honnête, as-tu avancé? Car la perfection paralyse. Le progrès libère. Lorsque tu crois que tu ne peux agir que lorsque tu seras prêt, confiant et irréprochable, tu repousses ta propre vie. Et cette attente d'un moment idéal qui n'arrive jamais te vole peu à peu ton temps, ton énergie et ta confiance. L'esprit commence à peser. Je devrais être meilleur. Est-ce vraiment nécessaire? Il faut que je puisse tout gérer. Comme s'il existait un manuel invisible t'exigeant d'être toujours fort, toujours calme, toujours juste. Mais personne ne vit ainsi. Et personne n'a jamais vécu ainsi. Sénèque disait quelque chose de très direct. Celui qui se préoccupe excessivement de bien vivre finit par ne pas vivre du tout. Pense au domaine de ta vie où cela se produit sans même que tu t'en rendes compte. Dans la santé, tu ne commences pas à prendre soin de toi parce que tu crois avoir besoin des bonnes chaussures, de t'inscrire dans la meilleure salle de sport, de suivre le programme parfait, de t'entraîner 6 fois par semaine. Pendant ce temps, une simple marche, 3 exercices à la maison ou 15 minutes de mouvement suffiraient déjà à transformer ta journée. Mais tu ne le fais pas, parce que cela ne te semble pas suffisant. Dans la vie financière, tu n'organises pas l'essentiel parce que tu penses ne pas encore en savoir assez. Tu ne comprends pas tout, les investissements, les intérêts, les fonds. Alors tu préfères ne rien toucher. Et le résultat est de rester exactement au même endroit, non par manque de capacité, mais par peur de commencer de manière imparfaite. Dans les relations, tu ravales ce que tu ressens parce que tu as peur de ne pas le dire correctement, de créer un conflit, de paraître excessif. Et à force de vouloir trop bien faire, tu finis par te taire. Pendant que tu essaies d'être irréprochable, la vie, elle, continue de passer. L'objectif principal du stoïcisme n'est pas d'être parfait. C'est d'être libre. Libre de la peur de te tromper. Libre des attentes des autres. Libre du besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'es pas ici pour jouer une version idéalisée de toi-même. Tu es ici pour vivre, apprendre et grandir, même en tremblant. Alors ne t'inquiète pas. Respire. Regarde-toi avec un peu plus d'honnêteté et demande-toi, est-ce que je cherche le progrès ou est-ce que j'essaie de paraître impeccable? Si c'est le progrès, continue. Même en trébuchant. Même en te trompant. Même loin de l'idéal. Car c'est ainsi que se construit la véritable confiance en soi. Avoir confiance en soi ne signifie pas croire que tu réussiras toujours. Cela signifie savoir que, même en te trompant, tu ne t'abandonnes pas. Que tu réessais. Que tu peux compter sur toi-même dans les moments difficiles. Quand tu construis ce type de confiance intérieure, quelque chose change. Tu te justifies moins. Tu avances avec plus de calme. Et tu cesses de dépendre autant de l'approbation des autres. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple et directe. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, de la manière possible, puis améliore. Encore. Et encore. Et chaque fois que la peur de l'imperfection tente de t'arrêter, souviens-toi de ceci, ce qui est fait vaut plus que ce qui est parfait.
Car chaque action imparfaite que tu as le courage de poser envoie un message puissant à ton esprit, je peux me faire confiance. Et vivre en se faisant confiance vaut bien plus que n'importe quelle apparence de perfection. Numéro 4, agis. C'est ainsi que tu laisses la peur derrière toi. Laisse-moi te faire une confession. Pendant longtemps, j'ai porté une illusion que beaucoup de personnes portent sans s'en rendre compte. L'idée que tout le monde autour de moi avançait avec clarté, assurance et confiance, tandis que moi seul semblais bloqué. Mais ce n'est pas vrai. La majorité des gens ont peur. La différence, c'est que certains agissent malgré la peur, tandis que d'autres attendent que la peur disparaisse. Or, elle ne disparaît pas. Tout être humain ressent la peur. Tout être vivant ressent la peur. La peur n'est pas un défaut personnel. C'est un mécanisme fondamental de survie. Le problème n'est pas de ressentir la peur. Le problème, c'est d'éviter tout ce qui te fait peur. Quand tu évites, quelque chose de dangereux se produit à l'intérieur. Tu apprends à ton système nerveux que la peur signifie un danger réel. Et peu à peu, ton monde commence à rétrécir. Tu parles moins. Tu prends moins de risques. Tu t'exposes moins. Tu choisis des chemins de plus en plus étroits pour ne pas ressentir d'inconfort. La peur ne te poursuit pas. Elle apprend de toi. Si, à chaque fois qu'elle apparaît, tu recules, elle comprend le message, c'est dangereux, évite. Et elle commence à te protéger en te limitant. Les stoïciens le savaient déjà, même sans lui donner un nom technique. Dans la vie professionnelle, tu ne prends pas position, tu ne demandes pas, tu n'essaies rien de nouveau parce que tu ne te sens pas encore prêt. Et plus le temps passe, plus cela semble difficile. La même chose se produit dans ta vie sociale. Tu évites les conversations, les invitations, les petites expositions. Puis tu te demandes pourquoi tu te sens à l'écart. Le coût de tout cela est élevé. Ce n'est pas seulement une opportunité perdue. C'est une identité qui se rétrécit. La peur n'est pas un signal qui dit arrête. La peur est un signal qui dit, c'est nouveau, c'est incertain, ça peut mal se passer. Et c'est normal. Il n'y a rien de mal à cela. L'erreur commence lorsque tu traites ce signal comme un ordre. La seule manière d'apprendre à ton cerveau que tu es en sécurité n'est pas de réfléchir davantage. C'est d'agir. L'action n'élimine pas immédiatement la peur. Elle la remet à sa place. Quand tu agis, même avec la voix tremblante, même en étant incertain, quelque chose change. La peur perd de son autorité. Tu apprends, par l'expérience, que tu peux ressentir la peur et continuer malgré tout. C'est ainsi que se construisent les personnes confiantes. Non pas parce qu'elles ne ressentent pas la peur, mais parce qu'elles ne s'arrêtent pas à cause d'elle. Pour changer ta perspective, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de grand. Il faut faire quelque chose de réel. Une conversation que tu évites depuis longtemps. Une attitude simple que tu repousses sans cesse. Un petit pas, mais concret. Chacune de ces actions envoie un message clair à ton esprit, j'ai le contrôle. Je peux gérer cela. Je n'ai pas besoin de fuir. Et peu à peu, ton monde recommence à s'agrandir. Ta posture change. Ta voix revient. Ta présence s'affirme. Et cela se voit. Les autres perçoivent que tu as cessé de demander la permission de vivre avec clarté. Celui qui agit malgré la peur envoie un message silencieux, je me fais confiance. Et cette confiance transforme ton comportement. Tu choisis mieux. Tu tolères moins ce qui te fait du mal. Tu recules moins face à la vie. Tu commences à vivre avec plus de vérité, moins d'anxiété et moins de regrets. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'autorité sur elle. La pratique stoïcienne d'aujourd'hui est simple, fais quelque chose que tu évites par peur, même si c'est petit. Une conversation. Une décision. Une attitude que tu sais devoir adopter. Non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour t'apprendre à toi-même que tu n'es pas prisonnier de tes sensations. Et quand la peur apparaîtra, souviens-toi de ceci, elle n'est pas venue pour t'arrêter. Elle est venue pour te tester. Et si cette idée a résonné en toi, écris-le, j'agis, même avec la peur. Car chaque fois que tu agis, la peur reste derrière, et toi, tu avances. Numéro 5, tu n'as plus besoin de porter le passé. Il y a des personnes qui portent leur passé comme un sac à dos rempli de pierres. Elles avancent dans la vie sous le poids de tout ce qu'elles ont déjà vécu, rejet, échec, blessures, pertes, humiliation. Et le pire, c'est que bien souvent, elles ne se rendent même pas compte à quel point tout cela façonne chacune de leurs décisions, chacune de leurs réactions, chacune de leurs croyances à propos d'elles-mêmes. Tu commences à éviter certains chemins parce que l'un d'eux t'a déjà fait souffrir. Tu commences à te méfier de chaque compliment parce qu'un jour, quelqu'un t'a trompé. Tu commences à te saboter parce que, dans le passé, quelqu'un t'a convaincu que tu ne méritais pas de gagner. Mais voici une vérité à la fois dure et profondément libératrice, ce qui t'a blessé dans le passé n'a plus besoin de diriger ta vie aujourd'hui. Oui, le traumatisme a existé. Oui, la douleur était réelle. Mais tu n'as plus besoin de vivre en réagissant sans cesse à ce qui est déjà derrière toi. Tu n'es plus là-bas. Tu es déjà une autre personne. Faulkner écrivait, « Aie peur.
Tu ne peux pas l'éviter. Mais ne vis pas dans la peur. La peur peut frapper à la porte. Mais c'est toi qui décides si tu la laisses entrer et prendre le contrôle de la maison. Les stoïciens connaissaient cette vérité. Ils enseignaient que le passé n'est plus sous ton pouvoir. Ce qu'il est encore, en revanche, c'est ta réponse, ta posture intérieure, ton prochain pas. Marc Aurèle disait que la vie est un pont étroit. L'essentiel est de ne pas vivre dans la peur. Car la peur paralyse, la culpabilité rend malade, et une douleur mal guérie finit par se transformer en abandon de soi. Mais rien, absolument rien de ce que tu as vécu n'est trop grand pour ne pas pouvoir être dépassé. Aucune perte financière, aucun abandon, aucune enfance difficile, aucune rupture douloureuse ne définit ton destin, sauf si tu l'acceptes toi-même. À partir d'aujourd'hui, tu peux cesser de revivre ce qui t'a blessé et commencer à construire ce qui te rend plus fort. La pratique stoïcienne est simple, mais elle exige du courage. Au lieu de répéter « cela m'a brisé », dis-toi « cela m'a enseigné quelque chose ». Au lieu de te demander « pourquoi cela m'est-il arrivé à moi », demande-toi « que puis-je faire de cela, maintenant ?» Le passé ne changera pas. Mais la manière dont il t'affecte, oui. Et cela change absolument tout. Si cette leçon a touché quelque chose en toi, écris-le, aujourd'hui, je marche léger. Car chaque fois que tu choisis la légèreté plutôt que la culpabilité, tu ouvres de l'espace pour un avenir qui n'a plus besoin de répéter la douleur de ton passé. Numéro 6, entraîne-toi à réagir avec confiance. Laisse-moi te dire quelque chose de manière directe. Beaucoup des erreurs les plus coûteuses de ma vie ne sont pas venues d'un manque de capacité. Elles sont venues de la peur, lorsque j'ai laissé d'autres personnes décider à ma place. Quand tu doutes trop longtemps, quelqu'un occupe l'espace. Quand tu tardes à répondre, quelqu'un répond pour toi. Quand tu ne tiens pas ta position, quelqu'un choisit à ta place. Et presque personne ne s'en rend compte sur le moment, parce que la peur n'arrive jamais en disant « je vais te nuire ». Elle arrive en te faisant trop réfléchir. Mais dans ces moments-là, trop réfléchir n'est pas de la prudence. C'est une fuite déguisée. La confiance ne n'est pas toute faite. Elle se construit dans la réaction. Il existe un schéma simple qui change tout. Quand la peur apparaît, le temps joue contre toi. Si tu laisses trop d'espace à ton esprit pour négocier, il finit par te convaincre de ne pas agir. C'est pour cela qu'il existe une règle pratique extrêmement puissante. Agir avant que la peur n'ait le temps d'organiser un discours convaincant. Tu as ressenti l'élan? Compte mentalement 5, 4, 3, 2, 1 et fais-le. Pas pour vaincre la peur, mais pour ne pas lui obéir. Tu hésites à prendre la parole lors d'une réunion ou d'un événement. 5, 4, 3, 2, 1, lève la main et parle. Tu doutes avant d'envoyer un email important, un message nécessaire, ou d'affirmer clairement ta position. 5, 4, 3, 2, 1, et envoie-le. Pas parce que tu te sens à l'aise, mais parce que remettre à plus tard ne fait que renforcer l'insécurité. Chaque fois que tu agis malgré la peur, quelque chose d'essentiel se produit. La peur perd son autorité, et toi, tu gagnes en vie intérieure, en respect envers toi-même. Les stoïciens comprenaient cela avec une grande clarté. Ils n'attendaient pas de ressentir l'émotion correcte pour agir. Ils agissaient selon ce qui était juste, et laissaient ensuite l'émotion s'ajuster. Alors je vais te poser une question simple, mais décisive. Quel est le prix de continuer à obéir à la peur? Car la peur ne te protège pas. Elle te maintient petit, dépendant, immobile. Elle te maintient dans l'attente. Quel est le prix de ne pas essayer? De ne pas dire ta vérité? De ne pas prendre position quand c'était nécessaire? Peut-être évites-tu une gêne immédiate. Mais tu paies ensuite avec de la frustration, des regrets, et une perte de confiance en toi. S'entraîner à réagir avec confiance ne signifie pas devenir impulsif. Cela signifie cesser de déléguer des décisions importantes à la peur. Tu n'as pas besoin d'une certitude absolue. Tu as besoin d'une posture. Et cette posture se construit ainsi, une réaction consciente à la fois, un pas posé malgré la peur, une décision tenue sans trop te justifier. Alors entraîne cette action stoïcienne. La prochaine fois que la peur apparaît, ne négocie pas. Compte et agis. Et chaque fois que tu agis, même en te sentant fragile à l'intérieur, répète-toi, je peux faire confiance à ma décision. Grave ceci en toi, chaque fois que tu réagis avec courage, même en tremblant intérieurement, tu apprends à ton esprit une vérité définitive. Ce n'est pas la peur qui décide ici. C'est toi. Numéro 7, revenir à l'essentiel. Laisse-moi te rappeler quelque chose de simple, mais que presque personne n'accepte vraiment. La peur est mentale, mais l'usure qu'elle provoque est physique. L'insécurité affaiblit. La force crée la sécurité. Et cette force ne vit pas seulement dans la tête. Elle se manifeste dans le corps. Elle alourdit les épaules, serre la poitrine, vole le sommeil, épuise avant même la fin de la journée. Bien souvent, tu essaies de tout résoudre sur le plan mental, en pensant, en réfléchissant, en analysant.
Mais tu ignores l'endroit où la peur s'exprime le plus fortement, le corps. Quand la vie devient confuse à l'intérieur, l'essentiel est presque toujours abandonné à l'extérieur. Tu dors mal. Tu manges n'importe comment. Tu passes la journée assis. Tu respires mal. Zéro mouvement. Zéro routine. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu es anxieux, irritable, sans clarté ni stabilité. Les stoïciens étaient extrêmement simples sur ce point. Ils savaient qu'un esprit confus habite presque toujours un corps négligé. Non par manque d'intelligence, mais par manque de soins élémentaires. C'est là que l'ancienne expression prend tout son sens. Un corps sain, un esprit équilibré dans un corps respecté. Cela n'a jamais été une question d'esthétique, de performance ou d'apparence. Cela a toujours été une question d'état intérieur. Quand le corps est épuisé, dérégulé, sans rythme, l'esprit perd sa clarté, sa patience et sa fermeté. Tu penses moins bien. Tu réagis davantage. Tu tolères moins. Et tu appelles cela un problème émotionnel, alors que bien souvent, c'est un problème physique. Tu dors mal et tu crois être démotivé. Tu manges mal et tu crois être anxieux. Tu ne bouges pas et tu crois avoir perdu le contrôle de ta vie. Les stoïciens ne séparaient pas ces dimensions. Pour eux, le corps et l'esprit formaient un seul système. C'est pourquoi ils ne commençaient pas par de grandes idées. Ils commençaient par l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'un plan sophistiqué. Tu as besoin de revenir au sol. Dormir un peu mieux. Boire plus d'eau. Bouger ton corps chaque jour, même légèrement. Manger avec plus de conscience, sans culpabilité. Ces petits gestes ont un pouvoir immense. Ils envoient un message clair à ton système nerveux, tout est sous contrôle maintenant. Et lorsque le corps reçoit ce message, l'esprit se calme. Il cesse de crier. Beaucoup de personnes essaient de fuir l'insécurité et l'anxiété en cherchant des raccourcis. L'alcool pour se détendre, l'excès de stimulation pour se distraire, n'importe quoi pour ne pas ressentir. Mais cela ne fait que repousser le problème. Ce qui anesthésie aujourd'hui se paie demain. Quand tu prends soin de l'essentiel, quelque chose change silencieusement. Le corps ralentit. La respiration devient plus profonde. Et l'esprit suit. Tu ne deviens pas invincible. Mais tu deviens plus stable. Et la stabilité représente déjà la moitié de la force émotionnelle. Réfléchis à ceci. Combien de crises commencent après plusieurs nuits de mauvais sommeil? Combien de mauvaises décisions naissent d'un corps épuisé? Combien de conflits surgissent à cause de la faim, de la tension et de la fatigue accumulée? Revenir à l'essentiel n'est pas reculer. C'est créer une base solide. Il est difficile d'avoir une clarté mentale quand le corps appelle à l'aide. Il est difficile d'affronter la peur quand on vit dans une usure physique constante. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie de l'endurance extrême. C'était une manière de vivre avec suffisamment d'ordre pour ne pas s'effondrer intérieurement. Alors la pratique d'aujourd'hui est simple, presque humble, prends soin de l'essentiel avant de vouloir résoudre le reste. Dors un peu mieux ce soir. Marche quelques minutes. Mange avec plus d'attention. Respire profondément plusieurs fois dans la journée. Ce n'est pas insignifiant. C'est structurel. Car lorsque le corps commence à se sentir en sécurité, l'esprit cesse de crier. Et quand la peur perd son support physique, elle perd sa puissance. Si ce message a résonné en toi, écris dans les commentaires, je reviens à l'essentiel. Parce que parfois, la plus grande évolution ne consiste pas à ajouter davantage à sa vie, mais à cesser d'ignorer ce qui t'a toujours soutenu. Numéro 8, la rigidité te brise. Apprends à t'adapter. Peu de gens en sont conscients, mais la rigidité naît rarement de la force. Elle naît de la peur. Ce n'est pas une discipline excessive. Ce n'est pas une personnalité difficile. Ce n'est pas une manière d'être. C'est la peur qui tente de créer du contrôle. Lorsque tu sens que quelque chose peut t'échapper, l'esprit réagit de la seule façon qu'il connaît, il sert tout. Les pensées, les routines, les opinions, les attentes. Tu te durcis intérieurement pour ne pas ressentir l'inconfort de l'incertitude, de ce que tu ne peux pas prévoir. Et pendant un court instant, cela fonctionne. Quand tu restes uniquement dans ce que tu connais, ce que tu maîtrises, ce qui semble prévisible, la peur baisse d'intensité. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que tu évites les zones qui l'activent. La rigidité devient alors un pacte silencieux avec la peur, je ne m'expose pas, et tu ne me fais pas peur. Mais ce pacte n'apporte pas la paix. Il apporte le rétrécissement. Peu à peu, tu confonds le contrôle avec la sécurité. Tu confonds la routine avec la stabilité. Tu confonds la rigidité avec la maturité émotionnelle. Mais ce qui se passe réellement est plus simple et plus dur, tu cesses de grandir pour éviter l'inconfort. Ce n'est pas de la force. C'est une autoprotection excessive. Et chaque fois que tu choisis de trop te protéger, une partie de ta vie devient plus petite. Elle rétrécit d'abord à l'intérieur, avant de se rétrécir à l'extérieur. Tu abaisses tes attentes. Tu évites la confrontation. Tu réduis l'espace de ce que tu crois pouvoir soutenir. Jusqu'au jour où la vie change sans demander la permission.
Un plan qui échoue. Un changement imprévu. Un licenciement inattendu. Une relation qui se transforme ou se termine. Une critique qui touche un point que tu ne voulais pas regarder. Et là, celui qui vit dans la rigidité souffre davantage. Non pas parce que le problème est plus grave, mais parce qu'il ne sait pas s'ajuster. Celui qui est dominé par la peur ne sait pas céder, ne sait pas recalibrer, ne sait pas respirer à l'intérieur du changement. Quand il ne peut plus maintenir la perfection, il bascule dans le tout ou rien. Soit il contrôle tout, soit il s'effondre intérieurement. Vois-tu comment la peur opère ici? Elle n'apparaît pas en disant « aie peur ». Elle apparaît en disant « ne perds pas le contrôle ». Les stoïciens voyaient cela très clairement. Marc Aurèle se rappelait que la vie est mouvement, et que résister à ce qui change ne crée qu'une souffrance inutile. Résister, au fond, c'est tenter de figer la vie par peur d'avoir à la vivre en mouvement. La véritable force n'est pas de devenir rigide comme une pierre. La véritable force est de pouvoir plier sans se briser. Et cela se manifeste très concrètement dans la vie quotidienne. Dans les relations, la rigidité apparaît lorsque tu as besoin que tout se fasse à ta manière. Quand tu n'écoutes pas. Quand tu ne cèdes pas. Quand toute différence devient une menace. Non pas parce que tu es difficile, mais parce que tu as peur, peur de perdre le contrôle, peur de perdre ta position, peur de perdre la relation. Avec l'argent, la rigidité apparaît lorsque tu évites de revoir tes habitudes, d'admettre des erreurs, d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu préfères rester dans l'erreur connue, parce que corriger t'obligerait à regarder ton propre désordre. Au travail, la rigidité se manifeste lorsque tu dois toujours avoir raison. Quand tu réagis mal au retour. Quand tu prends tout personnellement. Ce n'est pas seulement de l'ego. C'est la peur de ne pas être suffisant. Et cela apparaît aussi très clairement dans la santé et l'alimentation, peut-être plus que dans tout autre domaine. La rigidité surgit lorsque la peur entre en scène. Peur d'échouer, peur de ne pas tenir, peur de tout gâcher à nouveau. Dans tous ces cas, le schéma est le même. La peur réclame du contrôle, le contrôle devient rigidité, et la rigidité finit par te briser intérieurement. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais la manière dont nous nous y accrochons. Et plus nous avons peur, plus nous nous agrippons. La rigidité est cette prise excessive qui tente d'empêcher la vie de bouger. Être flexible n'est pas être faible. C'est cesser d'obéir automatiquement à la peur. C'est comprendre que s'adapter ne signifie pas perdre son identité, mais préserver son énergie. C'est continuer à avancer même lorsque le terrain change. Quand tu apprends à t'adapter, quelque chose de très concret se produit, la peur perd du pouvoir. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle cesse de décider. Tu stresses moins. Tu réagis mieux. Tu récupères plus vite quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tu cesses de te briser chaque fois que la vie sort du scénario. Ce n'est pas vivre sans direction. C'est avoir une direction sans rigidité. Alors applique cela au quotidien. Observe honnêtement où tu es trop rigide par peur de perdre le contrôle. Observe où tu te durcis alors que ce qu'il faudrait, c'est ajuster. Un stoïcien, lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne se bloque pas et n'explose pas. Il ajuste et continue. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il ne laisse pas la peur gouverner. Souviens-toi de ceci, quand la peur dirige, elle te durcit. Quand tu apprends à t'adapter, la peur perd son autorité. Et c'est ainsi que tu cesses d'avoir peur, sans avoir besoin de feindre le courage. Si tu observes honnêtement tout ce que nous avons parcouru ici, tu verras un schéma simple. La peur n'a jamais essayé de te détruire. Elle a seulement essayé de te contrôler. Parfois en te faisant fuir. Parfois en te rigidifiant. Parfois en te convainquant d'attendre, de te protéger, de ne pas t'exposer. Et plus tu lui as obéi, plus ta vie est devenue petite. Ce qui change, ce n'est pas l'absence de peur. C'est ta posture face à elle. Quand tu agis même avec de l'insécurité, quand tu acceptes de te tromper, quand tu te rappelles que le temps est court, quand tu prends soin de l'essentiel, quand tu apprends à t'ajuster plutôt qu'à te durcir, la peur perd son poste de commandement. Elle continue d'exister, mais elle ne décide plus pour toi. C'est là que la vie commence à se débloquer. Tu ne deviens pas quelqu'un sans peur. Tu deviens quelqu'un de présent. Quelqu'un qui ne s'abandonne pas face à l'inconfort. Quelqu'un qui cesse de vivre en mode défense et commence à vivre en mode choix. Et cela change ta posture, tes relations, tes décisions, et surtout le respect que tu as pour toi-même. Alors ne garde pas cette vidéo comme une simple réflexion. Utilise-la comme une référence. Observe où la peur commande encore, où tu te durcis, où tu repousses, où tu fuis, où tu te protèges excessivement. Et commence petit, mais commence consciemment. Parce que cesser d'avoir peur ne signifie pas devenir un héros. Cela signifie cesser de laisser la peur décider de ta vie à ta place. Si cette vidéo t'a mis en mouvement, écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je cesse de me protéger et je commence à vivre. » Et ensuite, agis. Même avec la peur. Merci d'avoir regardé.